Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve à peu près sur toutes les applications. Merci aux gens qui nous écoutent, qui en parlent. Vous êtes nos bons porte-parole qui font... Remarquez qu'on fait pas ça pour rejoindre 20 millions de personnes non plus, mais c'est le fun d'avoir des feedbacks, d'avoir des gens qui nous écrivent. Il y en a de plus en plus qui veulent soit nous soumettre des idées, qui veulent commenter des choses qui ont été dites, qui veulent revoir des personnages et des chroniqueurs chouchous. J'en ai un aujourd'hui pour vous. Simon Saint-Hilaire, chroniqueur, conférencier, formateur professionnel, l'ami des entrepreneurs. Et j'ai appris... Bonjour. Comment ça va? Hey, Ça va bien? Petit chouchou. Hey, quand j'allais à l'école, j'ai jamais été le chouchou d'aucun professeur. C'est le fun d'entendre ça. Hey, Puis on se faisait... ça m'est arrivé une couple de fois, mais on se faisait haïr des amis, fait que c'était pas, c'était pas parfait. Non, c'était pas une bonne affaire. J'allais dire, évidemment, on parle d'entreprise, on parle d'économie par la bande, mais beaucoup d'économie. Mais notre habitude, je pense, puis notre connaissance mutuelle, notre amitié radiophonique, je dirais que fait qu'on déborde souvent aussi. On s'étire, je sais pas, on ne fait pas que déborder là aussi d'ailleurs en passant. Mais comment ça va toi? As-tu une bonne période? Hey, c'est une belle période. Québec à la carte, es-tu là-dedans? Québec, écoute, je me promène pas mal, effectivement, je suis dans le Québec à la carte. Je te dirais toutefois que c'est pas sans inquiétude. Tu sais, je sens moi aussi... morosité, l'inquiétude. Ah, écoute, l'incertitude, le tcha-tcha que Trump et les États-Unis actuellement, là, tout le monde est en attente du 2 avril, savoir ça va donner quoi et tout ça. On avance, on recule, on avance, on recule. Je te dirais que je le sens chez mes clients. J'ai des clients qui ont retardé des contrats. J'ai des clients qui m'ont demandé de retarder le paiement de certains contrats. Ah, regardons ça. En termes de liquidité. Et puis, je vois des clients aussi qui ont été obligés de faire des mises à pied importantes. Et ça fait mal. Si j'ai un client ici à Saint-Augustin, entre autres. C'est vrai que tu es avec beaucoup les PME qui sont touchés en première ligne. Hein? Partout. Actuellement, là, c'est vraiment ce que j'entends. Et, écoute, j'ai un client là, qui est dans Saint-Augustin-de-Desmaures. Il est obligé de mettre à pied 40 personnes directement liées actuellement aux tarifs et tout ça. Connaissant les propriétaires de cette entreprise-là, ils ont pleuré 40 fois. Je suis convaincu. C'est pas leur genre de se réjouir de ça, là. Si tu vas dans cette entreprise-là, comment c'est bien fait, ils s'occupent des employés, les employeurs, c'est des gens de qualité qui sont soucieux de leur équipe et tout ça. Alors, l'atmosphère actuellement est lourde, est vraiment lourde. Et quand on dit incertitude, c'est parce que ça veut dire beaucoup, ça veut dire faut se préparer, mais à quoi? Oui, on le sait pas. On le sait pas. Ça va être quoi le chiffre? Alors, tu peux avoir un paquet de stratégies, tu sais, puis, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est comme ça, ça va être quoi? Et tu cherches quelque chose, Simon, qui est valable et sur lequel tu peux bâtir. Tu écoutes des commentateurs qui vont dire ça peut pas durer longtemps. Tu écoutes des économistes qui disent ça n'a pas de bon sens. Tout ça est vrai. Oui. Mais ça va arrêter quand? Est-ce qu'il va arrêter? Est-ce qu'il va continuer? Fait que on a beau dire, les marchés vont le réguler. Mais attends un peu. Les marchés ont bougé, ils ont remonté. Fait que, tu sais, j'avoue que mais il y a fondamentalement, c'est sûr que fondamentalement, c'est drôle parce que là, on fait un podcast, on l'enregistre aujourd'hui, on est le 26 mars, puis il y a à peu près une heure, j'en ai fait un avec Marie-Christine Bonzon, puis évidemment, on parle du même sujet. Finalement, totalement. C'est un sujet qui est plus que débordant, qui est omniprésent, partout. Ça touche tout le monde. Tout le monde. Puis même quelqu'un qui travaille dans le secteur public, il va avoir des impacts tantôt parce que dans le quotidien de tout le monde, il va avoir des impacts. Les entreprises prennent des décisions, ils n'ont pas le choix. Ce qui est étonnant, ça l'est moins parce qu'on en parle beaucoup, mais tu te rappelles qu'ensemble, dans plusieurs cas, à partir de la pandémie, mettons, on s'est mis à dire, ça, Gilles, c'est du jamais vu, des entreprises, c'est du jamais vu, les employés ont plus de pouvoir que les patrons, c'est du jamais vu, on est confronté à rester à la maison, du jamais vu, on a eu plein là, depuis quelques années. Mais c'est encore du jamais vu. Écoute, totalement. Entre guillemets, c'est pas une période qui est ennuyeuse dans le sens où il se passe bien des choses, est inquiétante, mais ça brasse, là. La fiction dépasse la réalité dépasse la fiction. Oui. C'est vraiment ça. Et puis, à tous les jours, c'est des surprises. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être annoncé. Dans les dernières heures, on a vu le scandale aux États-Unis par rapport à l'absence de sécurité. Oui. Et puis là, tu regardes comment c'est repris. Et moi, je regarde ça, puis pour vrai, on assiste vraiment à ça. J'étais avec ma conjointe hier soir, puis on regardait les différentes nouvelles, là, puis tu peux pas ne pas être flabbergasté par ce qui se passe là. Et la réaction du monde, mais c'est pas grave. Puis
Et la réplique, c'est on accuse le gars comme. Hier, là, finalement, le narratif à la fin de la soirée, c'est que lui, c'est un écœur en salle. C'est comme si lui cherchait une conversation puis il réussissait à se glisser dedans. C'est à peu près ce qu'on nous disait, finalement. Ouais. C'est hallucinant. Savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est du spectacle, savoir ce qui est juste de l'image, savoir ce qui est juste de la perception, c'est vraiment compliqué, mais ça touche les gens. Puis ce qu'on va faire dans notre podcast, nous, aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter sur les implications, la réaction, les craintes, quelles sont-elles? Il y en a des craintes, mais est-ce qu'il y en a qui se répètent plus que d'autres, qui dominent plus que d'autres? Dans les PME canadiennes, t'es l'homme parfait pour parler de ça, parce que t'en connais plusieurs, t'en croises beaucoup. Donc, la principale inquiétude des chefs d'entreprise canadiens, des entreprises canadiennes ou les chefs canadiens d'entreprise, disons-le, conjuguons-le comme on veut. Est-ce qu'il y en a une qui ressort comme principale inquiétude? Ah, absolument. Ben, écoute, actuellement, l'inquiétude, c'est vraiment le comportement des États-Unis face au Canada. Et écoute, 47% des PME canadiennes ne considèrent plus les États-Unis comme étant un partenaire commercial fiable. 1 sur 2. 1 sur 2, Gilles. Ça a viré en dedans de quelques mois, là. En quelques mois, puis on n'avait jamais vu ça. Les États-Unis, c'était... Jamais vu? Exactement, mais c'est vraiment ça. On a l'impression que depuis la pandémie, tout est viré en envers. Les entreprises ont été touchées durement par la pandémie. Il y a des entreprises qui s'en relevaient à peine. Et là, arrive ça encore. Et puis, même, je fais une parenthèse, je parlais avec quelqu'un le week-end dernier. Il y a une entreprise, on a fait des changements en novembre dernier versus les travailleurs étrangers temporaires. Mm-hmm. Et puis, j'ai quelqu'un qui me disait, dis-moi, ma production, et j'étais obligé de l'envoyer en Asie. Il disait, avant, tout se faisait chez nous, mais là, ils ont changé les règles. Tu peux pas prendre de chance, enfant. Faut qu'il livre. Il n'y a pas le choix. Il dit, alors, fait que ce que je faisais chez nous, lui a même fait construire des blocs pour être capable de loger ces travailleurs temporaires. Et puis, il dit là, non. Il dit, écoute, je vais les offrir à d'autres personnes. Il dit, ils ont tellement coupé, ils ont tellement rendu ça compliqué que, il dit, toute ma production est envoyée en Asie. Puis, il dit, ça m'enlève le goût de ma business. Puis, dire aux gens, on va attendre une couple de semaines. On va attendre, on fait quoi? On paye tout le monde? On garde tout le monde à rien faire? On en fait-tu au cas que ça marche? C'est sûr qu'il va y avoir des situations où tu vas dire, ça reprend, puis on n'a pas le stock qu'il faut, ça reprend, on n'a pas la... Mais il y a une accumulation. Dans le monde des véhicules, tu sais, c'est une des forces intégrées les plus grandes entre Canada et États-Unis, c'est le monde de l'automobile, la construction d'avions, tout ça, c'est vraiment majeur, là. Puis il y a beaucoup de bilatéralisme, je pense que j'ai c'est le bon terme. Ouais. j'ai envie de prendre ton équipe. De transactions bilatérales, disons-le de même. Et les réciprocité, en tout cas. Absolument. Donc, là, tu te demandes, tu sais, mettons que t'es le patron, il faut penser à ça 2 secondes, t'es le patron, tu fais quoi, OK? Est-ce qu'on continue à faire travailler notre monde parce qu'éventuellement, ça va reprendre? Ben oui. Mais c'est qui le client qui va payer? À quel prix? À quel prix? Qui va payer pour ça? Ben, c'est ça. Puis la réaction des gens... Puis je vais-tu les vendre? Ben, c'est ça. Puis la réaction des gens, là, c'est que le Canada, on est un voisin parfait. Gilles, combien de fois t'as fait dans ta carrière, là, t'as fait des émissions où les gens racontaient d'avoir des mauvais voisins? Et puis, y a-tu quoi de plus plate? T'as une propriété, t'as un mauvais voisin, 3-4 chars ouverts dans le cour. Ça peut vraiment enfanchiniser ta vie. Ah, totalement. On a un voisin parfait. Le Canada se couche pas tard, fait pas trop de bruit. Il n'est pas dérangeant. Le tiers des Américains ne savent même pas où on est. En plus. On dérange pas personne. On était un voisin parfait. Et là, ce voisin-là est en train de se rébeller. Et on sent vraiment qu'il y a une rébellion au niveau canadien. Et quand tu regardes au niveau du changement de perception, ce qu'on se rend compte, là, c'est que, entre autres, Simon Godreau de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes dit que les entreprises ont besoin de plus de stabilité pour planifier leurs activités. C'est certain, parce que l'attente du 2 avril, c'est insupportable pour une organisation parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui ont déjà eu un problème de santé. Ils vont prendre un prélèvement quelconque, une biopsie ou peu importe. Puis je veux pas prendre des analogies boiteuses, mais t'as vraiment des prélèvements qui sont faits. Puis t'es en attente de résultats dans 2, 3, 4 semaines. Ça peut être insupportable pour les gens. Imagine, les entreprises sont un petit peu dans cette position-là. C'est que là, ils sont en attente de résultats, à savoir ça va être quoi. Ils savent pas qu'est-ce que ça peut être. Ils savent que ça va être juste des scénarios mauvais. Hein? Des fois, t'as pas de bons scénarios. Ils savent que peu importe peut-être un peu de moins pire, mais rien de bon. Rien de bon. Il y a rien de bon, il y aura rien de positif dans ça. Tu peux te préparer, mais tu peux pas vraiment te préparer parce que tu sais pas encore ça va être quoi. Alors, tu peux essayer de soumettre des hypothèses, des stratégies, de regarder
Si c'est comme ça, on fait quoi? Mais c'est complètement insupportable pour les organisations. Puis quand tu penses pour les PME ou les grandes, les petites moyennes entreprises, effectivement, la connaissance de gens avec qui tu travailles, de compagnies avec qui tu travailles, c'est une chose. Mais à partir du moment où l'incertitude vient d'en haut, de l'exécutif aux États-Unis, tu te dis sur quoi je me fie donc? Une des réactions, ça va être, on l'a entendu, puis c'est tout à fait naturel, c'est de se tourner vers d'autres marchés. Oui. Mais d'autres marchés en dans 2 semaines, là, t'as pas créé de lien. Puis après ça, est-ce que tu fais ça de façon, entre guillemets, plutôt permanente? Si ça revient dans 2 ans aux États-Unis, tu vas te avoir dit, j'aurais pas dû mettre toutes mes œufs dans le même panier. Donc, c'est très difficile. Moi, je voudrais pas prendre... Parce que tu peux pas éliminer, surtout avec la manière avec laquelle change d'idée lui-même Trump, éliminer l'idée que ça se peut qu'il y ait un accord même encore plus solide entre les pays d'ici quelques mois. Ça peut tellement bouger. Pas. Il est tellement instable. Il est tellement instable. Puis ce que tu dis, c'est que ce que tu amènes, c'est que 32% des entrepreneurs canadiens, des entreprises canadiennes, ont déjà commencé à opter pour des fournisseurs au marché alternatif. Okay. Alors, fait que ça, c'est important. 27% comptent augmenter leurs investissements ici même au pays, au Canada. Alors, ça, c'est bon signe. J'aime cette idée-là qu'on garde dans notre cours. Oui, puis nous forcer à enlever des barrières interprovinciales, c'est une bonne idée. Ah, absolument. Mais il faut qu'il arrête de le dire, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Puis ça se fait rapidement, c'est ça. Tu sais, changer, mettons, ta façon de dire, exemple, l'armement. Ça, c'est gros. Ouais. Je vois gros, mais l'armement qui est fait essentiellement par les 2 grands producteurs d'avions, c'est-à-dire en France, Airbus, et Boeing aux États-Unis, c'est les plus gros fournisseurs. C'est les plus gros. Dire que, là, les États-Unis, on ira pas là, on va aller où? C'est la France où ils peuvent pas subvenir aux besoins de tout le monde, ça, c'est sûr. Fait que là, tu sais, pour un cas comme ça, c'est extrême, mais ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de ce que tu fais. Quand c'est gros, tu peux pas t'en revirer sur un 30 sous. C'est impossible. Actuellement, qu'on soit au mois de mars, puis que les enjeux au niveau intercanadien, interprovincial, ne soient pas déjà réglés avec la menace qu'on a de l'autre côté, c'est impardonnable. Pour moi, c'est impardonnable. Et puis, il faut qu'on règle ça tout de suite. Puis 33% prévoient de réduire leurs investissements aux États-Unis d'ici les prochaines semaines. Ils ont déjà commencé. Les consommateurs, en tout cas, ça... Je vais t'avouer que personnellement, c'est une surprise que de voir que les boycotts annoncés au départ en disant les produits américains, c'est les tablettes, à l'épicerie, mais ça marche. Ça marche plus que je pensais parce que, tu sais, moi, j'avais encore en tête quand il y a eu la pandémie, Acheter Québec, puis tous les sites. Panier bleu. Non, le panier. Seigneur, ça a été une catastrophe. Ça n'a pas marché. On a perdu je sais pas combien de millions là-dedans. J'espérais qu'on fasse un panier bleu avec sa clique qu'on aurait pu combiner ça ensemble. Avec Éric Kerr comme ministre. Éric Kerr, ministre du panier bleu, ça serait extraordinaire. Mais vois-tu, le consommateur, on l'a vu, le plus flagrant, c'est Tesla. Oui. Sur la planète. En Europe, mon frère me dit, regarde, il y en a qui se font tirer des... Puis c'est un peu ridicule parce que tu t'attaques à une Tesla, en fait, c'est un symbole, mais c'est pas Elon Musk qui conduit tous les Tesla, là, tu comprends? Fait qu'il y a quelque chose un peu... mais tu peux pas, comment dirais-je, c'est tellement gros comme symbole, puis lui, tu sais, quand on y pense 2 secondes, là, je t'aurais dit, moi, dans une conversation, moi, d'après moi, ils vont mettre 3-4 Tesla devant la Maison-Blanche, je vais faire un genre de journée pour acheter votre Tesla. C'est inimaginable! Ça n'a pas de bon sens! Ah, il y avait son pitch de vente, on dirait des infos. Va en acheter 1 ou 2, puis faites comme moi. Oui, Vince Chamois, où c'est devenu Donald Trump, il a vendu des montres, là, c'est des bitcoins. Il est supposé s'adresser, lui, il s'est fait élire en disant, faire travailler le monde, le peuple américain. Il achète tous des Tesla, ben voyons. On a des oligarques. D'abord, il y a à peine 1 an et demi, il disait que les voitures électriques, c'était ridicule, puis qu'il n'aurait pu. Non, c'était tout fait on coupe les subventions. Exactement, on va pas loin avec ça, puis là, c'est devenu la plus grande invention depuis le pain tranché, puis il y a de la misère à prononcer le nom en plus, mais il vend tout. À toute minute, il vend d'autres choses. Des bibles faites en Chine, puis des nouvelles casquettes, puis des nouveaux T-shirts, et puis tout fait pas de sens. Puis d'utiliser le terrain de la Maison-Blanche, jamais vu. Mais d'ailleurs, il dit tout le temps, les gens croyaient que ça se ferait jamais, puis c'est toujours extraordinaire, on le sait quand c'est Donald Trump, mais ça n'a pas de maudit bon sens, ce à quoi on assiste, et que des gens trouvent ça normal. Moi, c'est ça qui me fait peur un peu. L'enquête du FBI, là, on va mettre le FBI pour essayer de trouver c'est qui s'en prend au Tesla comme ça. Ça n'a pas de bon sens, parce que là, le FBI a un mandat clair. Là, oui, sauf que moi, j'ai pas besoin de faire d'enquête, je sais qu'est-ce qui se passe. Voyons donc. C'est la façon de faire avec la tronçonneuse de Musk, le gars le plus riche au monde, tu sais. Puis en même temps, l'image, tu travailles avec des PME, tout ça. Tu sais, quand il arrive, lui, puis en fait, on l'installe officiellement comme président, sur la scène, c'est juste des milliardaires. Oui, tout le temps.
Là, il travaille pour le peuple. Là. Ben oui, écoute. Puis, écoute... Les contradictions, c'est à tous les jours. Ça n'a pas de bon sens. Le Doge, là, l'idée est bonne. Oui, rendre ça efficace. On l'a eu, la réingénierie de l'État, nous autres, avec M. Charest. Ça a bien marché aussi. Il a engagé 800 personnes par jour. Ça n'a pas de bon sens. Mais tout le monde rêve qu'on fasse ça. Oui, dégraisser l'État, aller à l'essentiel. Mais stratégiquement, puis de manière civilisée. Mais non, mais les Américains, là, Simon, ils sont d'accord avec... essentiellement, 60% des gens sont d'accord avec ça. Parfait. Totalement. Sauf que quand ils ont appris que Musk s'est mis à travailler, puis là, ils ont dit, ma nièce, ma soeur, mon fils... Puis mon père viennent de perdre leur job parce qu'ils travaillaient au gouvernement. Là, c'est moins intéressant. C'est moins d'autres choses. Puis par texto, par courriel, en relation de travail, c'est assez moyen. C'est assez moyen. Même en couple, c'est quelqu'un qui casses avec ta blonde en courriel, pas en texto, c'est un pissou. Mais c'est un pas bon. Mais là, ils ont fait ça avec des gens qui ont 5, 10, 15, 20 ans de service, qui sont victimes eux autres, ils ont été engagés pour un mandat. Ils le faisaient, ils le réalisaient. Est-ce qu'il était bon? Est-ce que le poste était pertinent ou nécessaire? Peut-être pas, mais c'est des employés. Alors, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Qu'on décide de remettre des choses en question, c'est correct, mais pas de la façon dont ils ont fait ça. Alors, les gens sont choqués après Musk, leur famille, comme tu dis, c'est ma nièce, mon voisin, mon ami. Quand ça touche toi-même, c'est plus mon pareil. Partenaire de balle au hockey, tout ça. Alors, là, ça touche tout le monde. En plus, c'est que Musk était, pour une partie de la population, c'était le gars qui s'occupait de la planète, qui avait des visées pour sauver la planète. Il avait la vertu. Qui a révolutionné l'auto. Il a amené l'auto plus loin que l'électrique. Il a quand même une influence majeure. Majeure. Fait que, il était vu comme un peu pété, mais tout à fait brillant. Là. Totalement. Là, il a perdu son image. Puis en plus, quand tu vois, il a l'air d'un malade qui est sur scène, il court partout, il tire d'un bandes. Puis Trump à côté qui danse sur YMCA. Fait que tu dis, non, mais ça, pensez, c'est la présidence qu'on nous a présentée, qu'on nous a fait. C'est débile. T'as juste pensé que tu fais un scénario de film, puis t'arrives à la Universal, puis ils vont te mettre dehors, puis un cul. Avec un affaire de main, ils vont te dire, ça se peut pas, voyons. Ça se peut pas. Écoute, c'est complètement fou. Je sais pas si t'as vu. J'ai jamais vu! Ça va devenir le nouveau slogan, on n'a pas le choix. Hey, je sais pas si tu as vu dans les dernières heures, Musk s'est adressé aux gens de Tesla. Oui, la conférence de presse. Sauver les meubles un peu. As-tu vu de quoi de rassurant dans ça? Zéro. Les gens qui étaient dans la salle devaient se dire, il est fou. Moi, si j'étais un employé de Tesla et je suis dans la salle... Tu serais déjà en train de chercher une job? C'est sûr. Écoute, c'est sûr. J'aurais la chienne. Il a l'air d'un gars totalement instable. Il avait l'air mal préparé. Puis aussi, c'est que... Sais-tu qu'est-ce que je crois qui va arriver? Un Steve Jobs 2. Steve Jobs, on l'a mis dehors de Apple. Moi, j'ai l'impression que Musk, c'est une question de temps. Il va perdre sa compagnie. Il va perdre sa compagnie. Il a beau avoir l'argent et être actionnaire, mais ils vont dire, nous autres, on ne peut plus mener la compagnie avec un gars comme toi. D'abord, est-ce qu'il s'y implique comme il faut actuellement? Est-ce que ses énergies sont au bon endroit? Là, il tire partout. On peut en douter. Il tire partout. Les conflits d'intérêts aussi. Il est dans la communication, il est dans l'espace. Moi, mais ça n'a pas l'air de déranger M. Trump. Là. Ça va, c'est bien. Hey, au Québec, on était dérangé quand Pierre Fitzgibbon allait à la chasse à des gens d'affaires. Ça, c'est 1000 fois, là. 1000 fois. Écoute, c'est même pas... Mais on se dit, c'est Trump, ça passe. Il est drôle, hein? Il est drôle. Il est drôle. Alors, fait que quand tu regardes cette situation-là actuellement, ben là, moi, ce que j'aime de tout ça, il y a une chose que j'aime quand même, les chiffres qu'on amène. Quelque chose que j'ai toujours apprécié du peuple américain, c'est le patriotisme, la fierté. Très fort, très fort. Mais j'ai des cousins américains, moi, puis leur appartenance au pays, leur appartenance à l'État, à leur institution scolaire aussi. L'alma mater, là, moi, j'ai des cousins qui changent de véhicule, ils vont tout de suite s'empresser de mettre un sticker de l'université où ils ont étudié la fierté. Chaque année, ils vont contribuer. On pense à Notre-Dame, tu sais, au football, mais pas juste au football. Il y a plein d'écoles qui sont mythiques. Il y a des corvées annuelles, tout ça. Puis moi, j'ai des. T'as raison. Le mari de ma cousine. Une grande communauté active. Qui est un firefighter pour les forêts. Son fils fait la même chose. J'ai un cousin qui est gardien de prison dans une prison de sécurité maximale à Boston. Son fils est policier. J'ai des cousins qui servent. Mon oncle a fait la guerre de Corée, mon oncle Bobby. Puis, alors, et quand il y a eu les funérailles, là, il y avait des militaires qui étaient là, il y avait un cortège militaire, ils ont plié le drapeau qui était... Il y a un patriotisme. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui est arrivé. J'ai l'impression que le Canada, les gens ont jamais été aussi fiers de dire... Rassemblés sous... Canadien.
Complètement, puis fier de l'être. Ah, oui. T'as raison. Et d'ailleurs, ça nous amène, c'est pas dans le sujet du jour, mais on est au moment où on se parle, on est en campagne fédérale, puis je disais à mon fils, jamais vu, encore une fois. Jamais. J'ai dit, moi, j'aime la politique, j'ai étudié la science politique, j'ai eu des profs fantastiques dans les années 70-80. Je me rappelle pas, je pense probablement que c'est pas arrivé depuis au moins 60-70 ans, une élection canadienne fédérale qui n'a qu'un thème, c'est le thème fédéral. Oh. C'est-à-dire, c'est la nation, c'est le Québec, c'est le Canada. J'ai dit, même au Québec, moi, tous les gens à qui je parle, il n'est pas question d'indépendance, de ci, de ça. On est Canadien, c'est Trump. Oui. La cible, on se fait rentrer dedans, mais ça va faire. La question de l'urne, c'est ça? Totalement. Et s'il y a des chefs qui pensent que, tu sais, c'est bien de valeur, mais il y a quelque chose de tout à fait circonstanciel. C'est vrai, on est d'accord, parce que les circonstances sont jamais vues. Oui. Mais le NPD et le Bloc et le Parti québécois, faut qu'ils prennent leur gaz égal. Ils sont pas là. Ils n'ont pas le choix. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber demain matin, mais là, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'appétit pour ça. Il faut qu'ils se rallient. Pour tout le monde, c'est clair. Fait qu'il faut qu'ils se rallient, il faut qu'ils soient... Tu sais, ils pilent ça. Tu sais, en même temps, quand on dit qu'on aimerait ça que les politiciens soient plus logiques et que entre eux autres, les bonnes idées sortent, peu importe la couleur. Tu sais, on a dit ça souvent. Tout le monde pense ça. Oui. Pourquoi? Si tu as une bonne idée, tu es dans l'opposition puis qu'on la trouve bonne, on va en prendre. Amène-la. Là, on a une situation où on est nationaliste canadien, tout le monde en même temps au Canada. Jamais vu. Totalement. Mais c'est vrai. C'est ça l'élection. Je trouve ça le fun. Puis quand on parle d'achat canadien, et québécois, on aurait toujours dû avoir ce réflexe-là. Pourquoi pas? On aurait toujours dû avoir ce réflexe-là. Parce que les Américains sont fiers. Oui. On n'est pas assez fiers d'être Canadiens. C'est une force du pays. C'est vrai. Totalement. Puis là, je trouve qu'on a ramené ça. Est-ce que les entreprises, parce que toi, c'est vrai que là, on a parlé des citoyens qui, à l'épicerie, font des choix. Puis d'ailleurs, les épiceries ont compris. Là, ils mettent en évidence les produits canadiens. Des drapeaux. Local, canadiens. Tout est là. Écoute, tout est là. Mais est-ce que les entreprises font un effort pour acheter canadien aussi? Oui. Ah oui, tu le vois? Je le vois. Moi, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, Simon, ça m'a pris au cœur. C'est venu me chercher. Ils l'ont mal pris. Il y a une chose de dire... C'est juste l'affaire du 51st State, là, ça peut être drôle, une blague. Tu répètes ça sans arrêt, là. Sans arrêt, puis de dire, c'est une ligne, ça serait... C'est tellement irrespectueux. Puis moi, j'étais pas un fan de M. Trudeau, mais c'était notre premier ministre pareil. Il y a un certain décorum. Ouais. Et là, il a attaqué tout le monde de toutes les façons, en disant, on va... naturel, puis on va arrêter ça, puis on va enlever la ligne, ça va faire un pays extraordinaire, puis une terre... Mais vois-tu, tantôt tu disais, je suis content que ça nous réveille d'une certaine façon. Il y a un autre élément majeur, c'est qu'il nous force à être meilleurs. Oui. Et puis, tu sais, je jasais avec mon frère qui vit en Allemagne, puis j'ai de la famille en Italie, puis un peu partout, puis ça touche tout le monde, tout le monde en parle. Mais une des choses qui est dite et qui, je pense, va avoir un effet vraiment profond, c'est l'idée de se réinventer et s'approprier les capacités nationales que chaque pays a et ne pas être trop dépendant. On le voit là qu'on est trop dépendant. C'est jusqu'à ce que, tu sais, ça va jusqu'à temps que ça aille plus, dans le fond. Moi, je suis convaincu que Trump va sortir. À court terme, il fait déjà mal. À moyen et à long terme, j'ai l'impression que les dommages vont être majeurs versus l'image. Mais c'est partout où... on le voit, l'OTAN, les pays sont en train de dire un instant, les États-Unis... On va peut-être arrêter d'acheter nos armes chez vous, on aimerait ça. Ça, c'est un impact, là. C'est des milliards et des milliards et des milliards. C'est majeur. Et puis, je crois, les pays le prennent... Il y a plusieurs pays qui le prennent pas actuellement. Là, puis il y a une et c'est pas juste le politique. Faut que tu penses que c'est le peuple. C'est le peuple. Le public est enragé. Et puis moi, là, surtout en Europe, je veux dire. Aux États-Unis, c'est divisé parce qu'il y a quand même des gens qui sont très contents de voir que Trump, il fait ce qu'il avait dit, puis go, puis la tronçonneuse. C'est correct, c'est correct. Mais en Europe, ça, c'est pas mal moins de même. En Europe, ça réagit moins bien. Au Canada, moi, je pense que ça réagit pas bien. Puis moi, j'ai pas une vraie business, Gilles. J'étais un entrepreneur. Moi, je dis toujours, j'étais un travailleur autonome avec du personnel. Hein. C'est pas ça une business. Ouais. Mais les vrais business là, qui ont 100, 200, 400, 1000, 2000, moi, j'ai des clients qui ont 250 000 employés.
250 000 employés, Gilles, il y a des villes qui n'ont pas... T'es responsable. T'es responsable. C'est eux autres qui ont des enfants, des familles, des engagements financiers. Tes décisions que tu prends, là, c'est qui tes partenaires commerciaux, c'est où tu fais de la business, puis est-ce que tu continues à faire ça? J'ai des clients dans tous les secteurs. J'ai des clients dans le secteur avicole. J'ai des clients dans le secteur porcin. J'ai des clients dans le secteur laitier. Actuellement, là, toutes les discussions qu'on a au niveau de la gestion de l'offre, j'ai des clients qui sont vraiment préoccupés par ça. Et puis, prends juste aux États-Unis, ils sont aux prises avec la grippe aviaire, ce qui fait que les œufs coûtent quasiment 15$ à douzaine. Ça n'a pas de bon sens. Mais ils pourraient en avoir des moins chers que le Canada. Mais là, la chicane est poignée. La chicane est poignée. Le Canada, qui a toujours été un pays, d'abord, limitrophe, qui pouvait les aider, là, c'est plus difficile. Puis il y en a qui ont moins le goût. Ils se font varloper par le président. Là, vas-tu aller aider ton chum du Wisconsin? Ah non, puis quand je dis qu'on était... Tu as absolument raison. Quand on dit tantôt, il y a quelques minutes, comment on était un voisin parfait. Tu sais, je voyais M. Carney cette semaine qui était à Gander. On se souvient des avions qui ont été... Écoute, c'était un symbole fort, là, c'est. Puis on était on encore là. 911, c'est ça, c'est-tu, là? Quand tu parles-tu du... Suite au 11 septembre, c'est ça exactement. Quand ils ont atterri, les avions étaient là. Ils ont fait... Il y a une comédie musicale qui est sortie de ça. On a été salués par les Américains qui ont adoré notre accueil. La population était fantastique. Il n'y avait pas les... Bon, on n'est pas parfait au Canada, c'est pas ça qu'on dit. Mais quand tu te fais rentrer dedans de même, je trouve que d'une certaine façon, c'est rassurant de voir que les gens réagissent. Ben oui, puis je suis content, moi, de voir comment nos politiciens sont tenus debout. Est-ce que c'est parfait? Je le sais pas, mais il fallait réagir. Et puis moi, j'aimais pas quand les gens disaient faut pas que tu choques Trump un instant. Là. C'est quoi? Absolument. J'ai jamais vu. Une des choses dans le jamais vu qui a changé puis dont on parle régulièrement, Simon, c'est la façon de travailler. Moi, j'ai plein d'amis comme toi, t'en as beaucoup dans le monde du travail. La structure hybride dont on parlait, forcer d'être à la maison d'abord. Après ça, les employés qui avaient beaucoup de pouvoir, là, ça a viré de bord. Là, l'incertitude dans l'air fait qu'il y a bien des gens qui ont peur de perdre leur job. Et tu sais que c'est un des éléments majeurs. Je me rappelle de l'excellent Vincent Delisle qui nous le disait. La confiance des consommateurs, la confiance, c'est l'élément majeur. Et qu'est-ce qui brise le plus la confiance? La peur de perdre sa job. On a une situation actuellement, parce qu'il y a eu des mises à pied massive aux États-Unis. Il y en a eu au Canada. On a vu Bell l'année passée, au mois de mars, justement à ce temps-ci de l'année, il y a un an, ils ont mis 10-15 000 personnes d'une claque dehors au Canada. C'est énorme. Dans une situation où il y a de l'incertitude, comme celle que l'on vit, c'est sûr que ça c'est un élément qui va nuire à l'économie. Ça va nuire à l'économie parce que quand t'as peur, Gilles, quand t'as peur de perdre ton emploi, tu dépenses pas. C'est ça. T'achètes pas de voiture si t'as peur de perdre ton emploi. Surtout les grosses dépenses, comme tu dis. La maison, la voiture. La piscine, le terrassement. Le VR, on va attendre. Le VR, on va attendre. La moto. La moto. Il y en a qui vont attendre. Il y en a qui vont attendre. Il y en a qui attendent depuis longtemps et qui vont peut-être lâcher une comme Simon, mais on le dit pas. Non, mais on comprend. Les achats, entre guillemets, non nécessaires. Planification de vacances aussi. On le sait que ça coûte cher. Ça faisait 20 ans qu'on allait dans le Maine. On a compris que les gens vont ailleurs là, cette année. Totalement. Ça, c'est un autre élément qui va toucher au grand public américain. Oui, puis même que je lisais un article, quelque chose passé la semaine passée, les écoles privées, actuellement, il y a moins de gens. Plus cher que... Ça coûte plus cher. Et si, encore une fois, tu es dans c'est vrai qu'un 4-5 000 par année, si tu as 2 enfants, c'est 10 000. Puis là, oui, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Là, peut-être tu vas te mettre à trouver l'école publique, pas si mal. Là, tu dis, écoute, c'est beaucoup d'argent. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Et puis, c'est parce que je me souviens, moi, quand je me suis séparé, curieusement, la dame qui était la propriétaire de l'école privée où mes enfants allaient m'avait dit, je suis contente et surprise de voir que vous avez choisi de conserver vos enfants à l'école. Je dis, comment ça? Elle dit, quand il y a une séparation, elle dit, on perd beaucoup d'enfants parce que le revenu familial vient de changer de place. On sépare des dettes, hein? C'est ça. Et puis, alors, fait qu'actuellement, les écoles privées en souffrent aussi. OK, je n'avais pas pensé à ça, mais ça va de soi quand on y pense. T'as une inquiétude? Dans l'organisation du travail, parce que c'est un élément dont on vient de parler puis qu'on va discuter, il y a un article de Jean-Philippe Lécuyer que j'ai trouvé intéressant parce que tu l'amènes ici. Il parle de la technologie, les exigences de l'innovation actuellement.
ça convient pas au 9 à 5. Non. Parce qu'il y a toutes sortes de façons de travailler maintenant. On se rend compte que le 9 à 5 tue la créativité parce que le travail est plus fait en surface plutôt qu'un travail en profondeur. OK. Parce que tu dois te limiter finalement. Alors, tu te limites en fonction de ça. T'arrêtes, ta réflexion ne se poursuit pas tout le temps. Alors, le 9 à 5 nuit à ce niveau-là. Ça prend quelque chose de hybride ou que tu te laisses travailler? Les gens parlent de ce que les gens se rendent compte, c'est que c'est plus facile de... Lorsque c'est simple, ça peut être rassurant. Lorsque c'est délimité, ça peut être rassurant pour les gens, mais ça délimite clairement le temps entre le travailleur, l'employeur et l'employé. Alors, quand tu es capable de laisser ça fixe un petit peu, c'est des fois, tu as une idée, Gilles, il est 8 heures le soir, puis j'ai une idée, je pense à mon podcast, j'ai une idée, tu as un autre projet sur lequel... Alors, ils se sont rendus compte que le 9 à 5 limitait à ce niveau-là. Et l'innovation, je comprends. L'innovation, ils disent que ça nécessite des phases qui sont irrégulières, des temps morts, des périodes de stagnation, des moments, des moments d'illumination. Là, hey, j'ai une idée. Alors, moins d'horaire fixe, dans le fond? Ça. Alors que le 9 à 5, un horaire fixe, ça tue ça. Et je trouve ça super intéressant comme façon de voir les choses. Absolument, je suis d'accord avec toi. Ça je veux dire, ça tombe sur le sens, là, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde, dans le fond? Non, c'est pas bon pour tout le monde. C'est que, d'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus adapté. Un modèle alternatif est plus adapté à l'économie du savoir. C'est-à-dire que, admettons que l'enseignement collégial, ça fonctionne avec une charge individuelle plutôt qu'un horaire fixe. Et les enseignants vont gérer leur temps de manière autonome, selon leurs responsabilités. Okay. Mais quand tu as de l'innovation, ben on se rend compte que c'est mieux de laisser laisser libre choix aux gens. Sans dire qu'on n'aura pas d'heure, là, mais, non, je comprends. Mais de laisser libre choix aux gens. Peut-être que la pandémie a prouvé que c'est pas tout le monde qui fourrait le monde aussi. Il y en a qui, pour certains, ça a été plus efficace. Ceux qui fourraient avant, on continue de fourrer. C'est ce que je pense. Les fourreurs étaient des fourreurs. Non, mais c'est vrai que ça... Parce que... il y avait une crainte faire voler du temps, faire voler des heures, tout ça. Puis finalement, quand la job est faite, qu'elle soit faite de 6 heures du matin à, je sais pas, 2 heures d'après-midi ou de 2 heures d'après-midi à 10 heures du soir, es-tu faite ou pas faite au bout de la journée? Totalement. Puis c'est pour ça qu'au niveau de l'innovation, on se rend compte qu'il y a un virage culturel qui est en train de s'opérer. Ouais. Puis donc, les entreprises où l'innovation est importante vont laisser plus d'autonomie en disant vous avez un 35, un 40 Ils l'ont intégré dans leur façon de voir. Placez-le dans le moment. Et puis puis il y a une confiance de part et d'autre. Et les résultats sont meilleurs. Les gens sont plus créatifs à ce niveau-là. Donc, les habitudes de travail, on a beaucoup parlé du télétravail qui a transformé les relations de travail. Totalement. Mais comment ça a surtout transformé? Ben, écoute, le télétravail, ça a brisé, ça a cassé les codes traditionnels. Ça a renforcé l'autonomie des employés. Ça a modifié les systèmes de communication en interne également. Parce qu'on est obligé de communiquer autrement. Par la force au départ? Les Teams, les Zooms, les choses comme ça. Encore aujourd'hui, plusieurs utilisent ça. C'est intégré, là. Le Teams, lorsqu'on parle de communication interne, c'est omniprésent. Les réunions, moins de déplacements, les choses comme ça. Dépenses qui sont non nécessaires. Dans des grandes compagnies, tu fallait aller voir ta gang, mettons, à Halifax. Teams, ça fait l'affaire de tout le monde. Là. Et Gilles, ça reste encore dans mes formations aussi. J'en donnais une pas plus tard que vendredi dernier où les gens disent, Simon, on a des représentants de partout, on en a en Abitibi. On aimerait mieux faire ça en ligne. On va le faire en ligne. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors, fait que c'est encore très, très, très fréquent. Et la façon aussi, ça a obligé également les gestionnaires à revoir leur leadership à distance. Comment j'exerce mon leadership? Tu sais, quand je peux pas arriver puis m'accoter à ton bureau, Gilles, puis la main sur le bureau, dire comment ça va, Gilles? Transmettre l'âme de la compagnie, on se disait c'est moins facile, mais ça peut se faire probablement. Oui, ça peut se faire, et puis, mais il faut vraiment impliquer les gens. On se rend compte que les gens ils devaient s'impliquer beaucoup plus. Faire plus de réunions one-on-one aussi avec les gens, voir comment ça va, Gilles. Pas faire qu'une façon de faire, dans le fond. Totalement, exactement. Un peu de tout. Et puis, et on se rend compte qu'il y a des industries qui ont beaucoup plus adopté le travail hybride. Secteur technologique, financier, le secteur juridique également. En assurance, j'ai beaucoup d'amis en assurance. Il y a pas un libre choix total, mais pas loin. Presque, effectivement. Parce que c'est plus facile. Un policier
l'été, il faut qu'il aille patrouiller. Là. Il ne peut pas rester à la maison. On le comprend. Et le marketing aussi. Et le marketing rejoint la discussion qu'on vient d'avoir versus la créativité du 9 à 5. C'est quand est-ce que tu vas l'avoir, l'idée? C'est quelqu'un qui fait de la création au niveau marketing. C'est comme quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain. Quand est-ce que... 2 heures du matin, tu as eu ton flash, mais parfait. Tu peux t'installer devant ton ordinateur, commencer à écrire. Ça prend des idées. Tu les as trouvées à quelle heure avec un café ou... Tu es en train de prendre une marche, tu nourris ton chien, tu as un flash, peu importe. Et là, tu aimes ton iPhone avec le micro. Hein? Ah oui, là, tu fais des notes et puis c'est drôlement intéressant. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui sont demeurées. Il y a des avantages encore qui demeurent. Hein? On a encore une fois moins de transport, plus de flexibilité au niveau du télétravail, meilleure conciliation travail-vie. Mais les inconvénients, c'est l'isolement, la surcharge mentale et difficulté à séparer la vie professionnelle de la vie perso. J'amènerais une parenthèse dans la crise qu'on vit actuellement. Il y a des gens qui ressentent le besoin de revenir vers le travail, de revenir pour aller chercher des appuis ou jaser un peu. C'est un phénomène partagé. Jamais vu. Jamais vu. Non, mais on rit, mais c'est sûr que ça doit amener une certaine inquiétude qui demande d'être partagée. Oui, il y a cet aspect-là, puis il y a un autre aspect qu'il ne faut pas sous-estimer. Si tu veux être vu, si la compagnie doit prendre des décisions rapides la semaine prochaine... C'est encore pour nous autres, lui? Quasiment, là, je comprends. C'est que si quelqu'un... Oui. Et curieusement, la personne qui risque de tomber dans les cracks, c'est la personne qui est sans problème. Celle qui est vraiment autonome, qui fait son ouvrage chaque semaine. Mais t'as vois pas, tu sais pas trop, c'est rien. T'as vois pas, mais l'ouvrage, la personne, elle est vraiment à sa job. T'as vois pas. Tu n'entends pas parler, il n'y a pas rien de mal. Ça va faire moins mal. Et là, tout d'un coup, c'est qui ça, Simon Saint-Hilaire? On va laisser aller. On n'entend jamais parler. Alors, il y a des deux. Il y a des gens qui ont le besoin de partager leurs inquiétudes avec leurs collègues et d'autres qui ont juste peur de tomber d'un crack. Mais les employeurs, est-ce qu'ils trouvent ça difficile d'être capable de faire une gestion à distance? On a dit que ça leur impose ça, mais est-ce que c'est un défi pour eux autres? Ils trouvent ça difficile parce qu'il faut maintenir toujours la cohésion d'équipe, qui n'est pas toujours évidente. De mesurer la performance également des équipes est assez difficile dans certains cas parce que il y a des... mesurer la performance d'un vendeur, c'est facile. Il vend ou il vend chiffres, pas. C'est ça. Service à la clientèle, c'est plus difficile. Il y a des jobs dans lesquels c'est difficile. Alors, les gens cherchent une façon de mesurer la performance de manière équitable. Toujours les aspects pour préserver la culture de l'entreprise qui demeure compliquée également et d'assurer une communication qui va être claire et constante. Ceux qui reviennent au bureau, parce qu'on a vu, qui ont imposé le retour au bureau, est-ce que c'est durable ou ça peut être circonstanciel? C'est un peu des deux. Écoute, comme on disait dans tout, c'est le chat Trump, mais il y a certains secteurs qui veulent un retour complet. Mais le modèle hybride est en train de s'imposer comme étant la nouvelle norme dans plusieurs industries. Les gens se sont rendus compte que de ramener tout le monde là, de manière complète au bureau, là, ça créait des gens qui étaient mécontents, qui étaient déçus. Et puis les gens traînent ça. Il y a comme... t'as bénéficié d'un confort pendant pas juste 6 mois, là, c'était long. Et puis là, tu arrives en 2025 ou en 2024, à la fin de quelques mois, en disant, vous en revenez tous à la maison. Il y a des gens qui ont vendu une voiture, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui ont fait des choix autres. Ça a créé beaucoup de problèmes dans les entreprises. C'est vrai qu'il y en avait vendu, qui étaient citadins, qui sont en allés vivre en région en disant avec le Wi-Fi numéro 1. Totalement. Mais là, faut que tu reviennes au bureau. Wow! Ça change la donne. Ça change la donne, pas à peu près. Mais ce qui est toujours dans notre chronique aujourd'hui, qui aurait comme thème probablement du jamais vu, il y a eu la pandémie et les changements de structure, la technologie à vitesse grand V a fait des changements à une vitesse folle. Écoute, du jamais vu, là encore. Du jamais vu. Pour vrai? Les changements qu'on a opérés en quelques mois auraient probablement pris entre 5 à 10 ans minimum pour être capable d'amener ça. Absolument. On est obligé de... On s'est retrouvé du jour au lendemain avec des outils là, de visioconférence, des plateformes collaboratives. Mettre à jour, c'est pas tout le monde qui est à jour, là. Non. Et même dans certains secteurs, comme l'enseignement, souviens-toi au début, des enseignants disent j'ai pas de tablette, j'ai pas d'ordinateur à la maison. Il y avait des stencils. Ah ouais, dans mon nièce, tu sais, à l'époque, c'était des stencils. Écoute, avec des acétates. Et puis les acétates. On mettait ça à l'envers souvent? C'était incroyable. Et j'ai vécu ça, moi, c'est mes débuts comme conférencier. Et les acétates à l'envers? Ben écoute,
C'était le seul outil. Tu n'avais pas de projecteur multimédia. Même qu'une conférence, Gilles, je te fais au début, des conférences pour des salles de 1000 personnes, c'était pas des acétates, c'était des diapositives. Tu avais vraiment ton carrousel. Moi, je partais avec mes... Fallait faire par une agence. Il y a toujours de quoi qui bloquait, évidemment. Toujours. Puis là, t'entendais le bruit en arrière. Et puis là, quand il y en avait une qui jammait, c'était le... Tu recules, tu avances ou tu recules? Le calvaire. Et préparer ça, il n'y avait aucun plaisir parce que là, tu sortais ta petite diapo, tu essayais de les remettre dans l'ordre, c'était effrayant. Alors, et le stockage infonuagique aussi, que les gens n'avaient pas de la même façon avant. Fait que tout était implanté à une vitesse grand V. Ça a marché. Dis-moi, est-ce qu'on était capable de mesurer si le travail hybride est plus efficace que le travail traditionnel, mettons? Écoute, curieusement, encore aujourd'hui, malgré qu'il y a des gens qui demeurent sceptiques, on se rend compte que les employés sont plus concentrés à la maison. Il y a moins de distractions. C'est plus clair, les objectifs sont plus précis. Et finalement, les gens travaillent bien. OK, donc les compagnies offrent cette flexibilité-là? Certaines. Toutes, okay. Il y a des compagnies qui ont décidé... Écoute, je veux pas faire exprès, mais on a vu Moss, qui est un de ceux-là. Souviens-toi quand il a acheté X, qui est arrivé avec sa toilette. Il est créatif quand c'est pas une... C'était une toilette ou un évier? Il me semble que c'était une toilette. Et puis là, il était essayé de la chaîne ça, mais il avait... Lui, il dit, tout le monde revient. On a vu des agences, de com ici à Québec. On a vu des compagnies aussi qui ont dit on ramène tout le monde. Quand le nouveau gouvernement est arrivé aux États-Unis, il y avait cet objectif-là de dire on ramène les gens dans les bureaux. Alors, il y a certaines entreprises qui ont dit coudonc, est-ce que c'est la façon de faire les choses? Mais en général, les gens offrent plus de flexibilité. Les entreprises se sont mis aussi à investir plus en santé mentale avec ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des enjeux. Ils ont repensé leurs espaces de travail et puis ils consultent davantage leurs équipes. Et d'ailleurs, pendant la pandémie, souviens-toi, les gens commençaient à faire des bureaux partagés. Oui, je me rappelle. Gilles travaille le lundi, moi je travaille le mardi. Sans identité personnelle. Tu arrivais, tu prenais le bureau libre puis tu t'assois là. Et ça a pas été un succès extraordinaire. Non. Les gens se sentent pire que pas chez eux. C'est comme... pas d'appartenance. Pas d'appartenance. Tu peux même pas mettre la photo de ton chien. Mais on rit, mais c'est ça pareil. Vraiment ça. Personnaliser son bureau. Et puis finalement, les gens se sont rendus compte que de créer ça, si tu n'as pas un espace, si tu n'as pas un bureau qui t'appartient et que je te ramène au bureau 2-3 jours par semaine, quand tu arrives, tu n'es plus instable, tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas chez vous. C'est ça, ça n'a pas été un beau hit à ce niveau-là. Est-ce que les semaines de 4 jours, ce dont on parle depuis une couple d'années, nous autres, ça s'implante-tu ou c'est pas pour tout le monde? Ça s'implante pas beaucoup. Non, pas bien. D'abord, il y a des secteurs dans lesquels c'est impossible. Je peux comprendre que dans une job où tu as une quantité de travail à faire par semaine, tu es capable de le rentrer dans 4 jours, c'est correct. Mais si moindrement tu as des contacts avec l'extérieur, service à la clientèle, tu peux pas dire aux gens, appelez-nous entre le lundi et le jeudi. Alors, fait que c'est pas quelque chose qui s'installe, qui s'implante. Est-ce qu'on peut dire que les employés, mettons, québécois sont plus exigeants maintenant envers leurs employeurs? Est-ce que oui, hein? Oui, sont plus exigeants, sauf que j'ai l'impression qu'actuellement, on parlait de la peur de perte d'emploi. T'es moins exigeant quand t'as l'impression que t'es moins exigeant quand t'as l'impression que tu peux t'en sortir. C'est que t'as pas d'enjeu là, à ce niveau-là. Okay. Les gens, avec la perte d'un emploi actuellement, je suis moins tenté d'exiger des choses, qu'on le veuille ou non. Je comprends. Alors, il y a comme un retour du balancier. L'autre affaire aussi, c'est que les taux de chômage ont commencé à remonter. Si à une époque où on disait tout le monde est en manque de personnel, là les gens se rendent compte que des emplois sont plus rares. Dans les centres actuellement de recherche d'emploi, c'est revenu à des niveaux pré-pandémiques. Donc la normale est là. Les gens qui cherchent du personnel actuellement, il y en a, mais des gens qui cherchent des emplois, il y en a beaucoup plus qu'à une époque. Ouais. Des gens qui ont peur de perdre leur job aussi, on les additionne, on les dit. C'est ça. Fait que oui, les gens sont plus exigeants, mais pas dans tous les secteurs. OK, dis-moi, est-ce que l'idée d'avoir une vie personnelle plus équilibrée, tu sais, c'est toujours quelque chose qui est comme voulu ou espéré? C'est encore dans le discours des employés? C'est encore dans le discours des employés, mais sauf que
je te dirais que les gens ont commencé à revoir un petit peu leur façon de voir les choses. Même les syndicats ont revu leur discours à ce niveau-là, au niveau de moins être exigeant, moins demander de l'employeur aussi. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une limite à ce qu'on pouvait demander. OK. Si les employés demandent constamment, est-ce que ça nous met dans une position, c'est les employeurs qui passent deuxième? Parce que tu sais, on se disait un bout de temps que les employeurs avaient repris le leadership parce qu'un bout de temps, ils ne savaient plus trop quoi faire. Est-ce que là, les employés reviennent de l'arrière? C'est ça, j'essaie de comprendre. Écoute, j'ai l'impression que les choses sont en train de se stabiliser, s'équilibrer. Il y a un retour du balancier qui s'est fait. Tu sais, à un moment donné... Parce que tu sais qu'il y a eu la période où les employeurs capotaient parce que là, ils se sentaient plus bas chez eux. Là. Pas du tout. Puis là, après ça, il y a eu un petit retour. Puis là, les employés demandent encore l'équilibre. Et actuellement, la crise qu'on vit actuellement, ben il y a ça aussi. C'est que les gens ont l'impression que tout le monde est dans le même bain actuellement. Les employés ont l'impression qu'ils doivent contribuer, sentent les inquiétudes de leur patron. Eux aussi sentent les inquiétudes de ce qui se passe actuellement avec avec toutes les conditions actuellement qui sont en train de changer avec les tarifs, les États-Unis, tout ça. Il y a vraiment un ajustement qui est en train de s'opérer. Est-ce que tu dirais pour les employés en entreprise, parce que tu travailles beaucoup avec les PME, est-ce que la flexibilité des horaires, c'est un élément majeur pour les employés? Ah oui. C'est parce qu'on en a parlé tantôt, mais est-ce que pour eux autres, c'est fondamental? C'est fondamental. Avant bien d'autres choses, là, je peux-tu travailler à mon rythme puis à mon horaire? Ça ajoute à la qualité de vie, Gilles. Ça ajoute à la qualité de vie. Les gens se rendent compte que ça favorise... Ils veulent la flexibilité, mais ça amène tellement de choses. Tu as une meilleure qualité de vie, tu as une meilleure liberté, et tu es capable aussi de mieux gérer les à-côtés de la vie professionnelle aussi à ce niveau-là. OK. Dis-moi, les gens qui veulent... est-ce que c'est une utopie, je vais te poser la question de même, avoir des congés illimités, ceux qui prennent des congés sans solde, des congés illimités, c'est une affaire ça me semble une utopie, mais je veux dire, ça se demande. Il y a des secteurs qui vont le permettre bien. Il y a des secteurs qui permettent ça. Dans l'entreprise privée, ça devient plus difficile. À l'instant, mais dans l'enseignement, c'est vrai, il y en a qui prennent une année sabbatique. Des années sabbatiques et tout ça. Tu vois moins ça dans le privé, tu as raison. Mais, c'est difficile. Écoute, curieusement, je parlais avec ma coiffeuse récemment, puis une de leurs collègues a pris un congé sabbatique comme ça, 6 mois. Et puis, c'est quoi l'impact? Elle a perdu sa clientèle. Ah oui? Ben oui, parce que pendant 6 mois, Gilles, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'en vas ailleurs. Oui, puis là, tu peux... Alors, fait qu'elle a perdu sa clientèle, alors au retour, fait que... Tu vois-tu comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent paraître faciles, mais que ça ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Là, il y a aussi toutes sortes de demandes. Si on parlait de la santé mentale, les gens sont stressés, anxieux. Puis les jeunes, nos jeunes sont vraiment là aussi, mais ça touche tout le monde. Totalement. Ça, il y a probablement des employés qui demandent aussi d'avoir de l'aide là-dedans. Parce que c'est mal vu dans les entreprises souvent. Je fais une dépression. Les collègues vont dire dépression. Il y a un choc générationnel à ce niveau-là. Oui, probablement. C'est que les plus jeunes expriment davantage leur malaise. Sont plus ils vont verbal à ce niveau-là. Ils vont l'exprimer, ils vont en parler sur les réseaux sociaux. Alors que des gens de ma génération, t'es mieux de pas en parler parce que tu démontres une fragilité qui est... T'es comme... À une époque, quelqu'un qui faisait une dépression, qui faisait un burn-out dans une entreprise, il était comme marqué au fer rouge. C'est comme l'athlète qui avait déjà été blessé, mettons, une épaule. Alors, il y a des gens qui disaient, si tu lui en demandes trop, est-ce que ça va péter? Est-ce que ça va... Alors, à ce niveau-là, il y a un choc générationnel. Les plus jeunes sont plus ouverts, mais les autres... C'est encore plus difficile à ce niveau-là. C'est plus compliqué. Est-ce que le Québec est en retard ou en avance si on regarde l'adoption des nouvelles formes d'emploi? Là? On doit être en retard un petit peu, j'imagine? On est en retard. On est définitivement en retard. T'es pas fin. On ne s'est pas ajusté assez rapidement, entre autres avec l'intelligence artificielle. On a vraiment pris un retard majeur à ce niveau-là. OK. Dis-moi, est-ce que les travailleurs contractuels et indépendants, ceux qui viennent aider,
sont encore plus fragiles, c'est-à-dire moins protégés, dans le fond? Ils ont souvent pas accès à l'assurance emploi. Souvent, les employeurs aiment ça. C'est moins d'engagement de prendre quelqu'un de même. C'est une job, tu payes tant, puis c'est fini. T'es moins... D'abord, ils ont moins accès à l'assurance emploi, à des congés payés ou à une retraite décente, à ce niveau-là. Alors, c'est plus compliqué par rapport à ça. Est-ce que ça va être dur? Tu sais, ceux qui sont syndiqués, les conventions collectives, c'est un monde plus flexible. C'est pas... Flexibilité et changement, c'est pas dans le dictionnaire, c'est pas marqué syndicat à côté, là. T'es d'accord? Les gens je dis pas que ça se peut pas, mais... Non. Mais puis les gens vont devoir s'adapter puis inclure plus de flexibilité, là. Les gens vont devoir intégrer de nouvelles réalités comme le travail à distance. Et ça va prendre une flexibilité autant des centrales syndicales que des employeurs à ce niveau-là. Est-ce que le télétravail augmente les inégalités entre travailleurs? Oui. Dans certains cas, d'abord... Dans certains cas, on est obligé de proposer des nouveaux services, mais il y a encore des gens qui peinent là, à rejoindre les travailleurs non traditionnels à ce niveau-là. Donc, ceux qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs, qui donnent des services, qui sont leurs propres boss puis qui offrent des services, est-ce que c'est une opportunité ou un risque maintenant pour les travailleurs, tu dirais? Ben, moi je trouve que c'est une opportunité parce que pour les plus organisés. Pas pour tout le monde, dans le fond. C'est ça, mais sauf que c'est un risque réel pour ceux sans sécurité financière et sans filet social aussi à ce niveau-là. Okay. Et c'est là que les PME, les travailleurs autonomes, c'est très difficile. On serait rendu à l'intelligence artificielle parce qu'on en a parlé beaucoup ensemble, puis je pense pas qu'on va arrêter d'en parler. Est-ce qu'au Québec puis au Canada, ça a une incidence maintenant? Écoute, c'est particulièrement pour les postes répétitifs. C'est tous les jobs routinières. L'intelligence artificielle, actuellement, s'installe au niveau de la robotisation, au niveau Même au service à la clientèle, on le voit dans l'automatisation. Les téléphones, tout ça, c'est fou, là. Gilles, tu peux tout ce que tu fais régulièrement, mettons que tu reçois des courriels, là, tu dis, bon, ben, tel type de courriel, je vais le mettre dans telle chose, je vais l'envoyer à... Tu es capable d'automatiser ces choses-là. Alors, ça enlève beaucoup. Alors, il y a des applications qui servent à ça. Peu importe la suite de travail que tu utilises. Mettons que tu utilises Microsoft 365, tu as des automatisations qui sont faites que tu peux utiliser, qui sont déjà intégrées, tu peux les modifier. Il y a tellement de choses pour pouvoir gagner du temps actuellement. Là, tu dois être content d'avoir commencé depuis un bout, toi. Parce que là, comme moi, je l'utilise un peu pour préparer mes affaires plus que... Ça a pris du temps, là. J'ai été un peu lambinos, mais je suis pas bousculé moi, dans mes affaires avec ça moins... Mais je me rends compte de l'efficacité de ça. Mais toi, ça fait un petit bout de temps que tu le testes, tu le regardes. Puis là, on voit qu'il s'intègre aussi. Puis tu sais, dans ta définition que tu me fais, je trouve que c'est une des plus valables que je trouve. C'est voilà comme un assistant. Un assistant, un secrétaire, un secrétaire qui est avec toi, qui travaille avec toi constamment. 24 heures sur 24. C'est ça c'est vrai. Puis souvent, c'est juste d'aller chercher une base, puis là, tu vas travailler à partir de ça. J'avais pas pensé à cet aspect-là. Tu sais, écoute, c'est d'une simplicité. Moi, je m'en sers pour rédiger... de rapidité aussi. Rédiger des courriels. Moi d'abord, la façon dont je m'en sers, là, à une époque, j'avais une adjointe et j'avais un dictaphone. J'avais des petites cassettes, là. Souviens-toi de ça. Oui, très bien. Et là, je disais, elle s'appelait Jacqueline, puis je disais, Jacqueline, je veux écrire une lettre à Gilles Parent pour le remercier de telle chose. Je veux lui dire tel élément. Alors, fait que, dans le fond, je lui disais mes pensées, mes réflexions. Elle mettait ça en ordre. Elle mettait ça en ordre. Parfait. Bon, ben, moi, je prends la version vocale. Alors, je ChatGPT, je vais rédiger un courriel à Gilles Parent, je veux le remercier pour récemment telle chose, j'aimerais que tu amènes tel élément. Alors, propose-moi un texte. C'est vraiment comme ça que j'utilise. Okay. Je veux... Fait que si tu roules, toi, en province, tu te promènes, tu peux prendre ton affaire puis travailler. Ben, travailler. Je comprends. Mettons que j'ai un courriel qui entre, je prends la prochaine sortie. Il va te répondre en écrit, Il va me répondre en écrit. Il me répond en écrit, puis là, je le lis, puis là, je dis, OK, transforme-moi ça, change-moi le deuxième paragraphe. Ça, c'est important, ça a l'air de le pousser à être meilleur. Parce que c'est le même qui devient plus efficace. Mais je reviens avec Jacqueline. Oui. Jacqueline, elle me produisait un texte. Je dis, Jacqueline, j'aime pas le deuxième paragraphe. Ou la fin. Twist-moi ça, essaie, puis ça, c'est trop... C'est ça que tu fais avec ton... Totalement. Hey, moi, je dis, trop jovialiste, le deuxième paragraphe. Je vais vraiment dire ça. Il va comprendre? Il va comprendre. Je prends vraiment la version vocale, moi. Puis, et tu peux avoir la version où tu discutes avec. Hein? Salut ChatGPT, salut Simon. Alors, il y a vraiment... Puis tu choisis la voix. Tu peux avoir l'impression d'avoir un ami. Ah oui, écoute, c'est vraiment un jamais vu. C'est jamais vu. Et puis, mais Gilles, c'est vraiment trippant parce que là, je dis, écoute, je veux envoyer un courriel. Oui, à qui? Donc, c'est
c'est vraiment, il faut le voir comme étant un assistant. Okay. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ont pris un retard majeur. Et Gilles, à la vitesse à laquelle ça se développe, ceux qui ont déjà un retard, attachez vos trucs. Bonne chance, effectivement. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée de la même façon, mais on voit beaucoup dans le service à la clientèle, ça c'est sûr. Ça crée des nouveaux rôles. Dans le service client, l'analyse des données. Ça, c'est rapide. J'ai jamais vu les KPI que tu vas chercher avec ça. La logistique, la gestion des ressources humaines aussi. Parce que c'est plus facile de gérer. Il y en a qui créent des horaires avec ça, c'est capoté la vitesse que ça se fait. Écoute, c'est tu mets les problématiques, faut que tu respectes ça. Ouais. Tu respectes ça. Il y a des contraintes là, puis fais-moi un tableau. Ça prendrait des dizaines de personnes. Il y a des choses que je suis capable de faire aujourd'hui qu'avant, j'étais obligé d'aller en agence ou d'aller avec des firmes. Tu peux le faire toi-même. Je le fais moi-même. Avec l'aide de ton secrétaire particulier. Dans l'espace d'une soirée, si on parlait de créativité tantôt, souvent, ça va être le soir où ça va arriver, où j'ai pas de courriel qui entre et tout ça. Et la prochaine étape, c'est que ça va être ça aussi. C'est que là, on est capable, on parlait d'automatisation, mais je vais être capable de dire, mettons que tu m'appelles, Simon, t'as-tu telle affaire? Te souviens-tu quand on avait fait, le 2 ans, on a fait tel podcast et tout ça? Je vais être capable de lui demander, de dire, ChatGPT, va chercher les courriels que j'ai envoyés à Gilles à telle époque. Envoie-moi ça, s'il te plaît. Là, je vais analyser que c'est bien ça, puis envoie-le à Gilles tout de suite. As-tu pensé comment est-ce que... c'est extraordinaire. Est-ce que l'automatisation, l'intelligence artificielle, pour l'instant, est en train de créer plus d'emplois qu'elle en détruit? Est-ce qu'on a atteint l'équilibre? Pas encore, sûrement. Non, mais ça dépend de la capacité de requalification de certains travailleurs. Il y a des travailleurs qui sont faits définitivement. Mais si les travailleurs sont bien formés, l'effet pourrait être neutre ou positif dans certains cas. Est-ce qu'on est capable de dire que ça va être la productivité va être améliorée, mais on n'est pas capable de dire nécessairement que la qualité de vie des employés va être améliorée? Écoute, moi, je pense qu'on peut faire les deux à l'instance que on garde l'humain au centre de la stratégie. On parlait de tronçonneuse tantôt. Si je décide que j'installe l'intelligence artificielle puis la robotisation et que je me soucie pas de l'être humain au sein de mon entreprise, les conséquences vont être désastreuses pour tout le monde. Okay, je comprends. Et Gilles, je suis ouvert à l'idée, moi, qu'on sauve des frais, je suis ouvert à l'idée qu'on réduise et tout ça. Mais l'humain, c'est aussi ce qui amène l'âme d'une entreprise, d'une organisation. Et ça sera le danger tantôt. Ça sera le danger. C'est qu'à l'instant où tout est rationnel. C'est qu'un banquier, ça fait quoi? Ça analyse des données. Hein? C'est un comptable analyse des données. Un radiologiste va regarder. L'intelligence artificielle, elle n'a pas d'émotion. Alors, elle analyse des données. Fait que tu as travaillé 24 ans dans une entreprise, ça n'a pas d'impact. Que tu as eu des enjeux, mettons, familiales, et puis que ça a peut-être eu un impact sur ta productivité, puis tout le monde en était conscient. L'intelligence artificielle, lorsqu'elle va analyser ça, elle va dire, non, c'est ça, elle n'a pas de cœur. Ça, pour moi, ça va amener un changement majeur. Ben oui, puis c'est une limitation. Ça ne pourra pas être dans tout. On le voit, là. Ça va être une aide précieuse à des endroits précieux. Puis ça va probablement forcer ça va créer d'autres emplois. On sait, c'est toujours de même. Totalement. Ce qui ferme, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis j'ai une préoccupation. Quand les départements de ressources humaines sont arrivés forts dans les organisations, dans certains cas, ça l'a mis une espèce de muret. Je dirais pas un mur, mais un muret entre les directions et le personnel. C'est que c'était comme le personnel, s'il y a quelque chose qu'ils veulent parler au patron, il faut qu'ils parlent aux ressources humaines. Et les ressources humaines regardent qu'est-ce qu'ils veulent amener au patron. Il y avait comme un gatekeeper entre les gens. L'intelligence artificielle peut définitivement créer ça à un moment donné si on s'en sert de la mauvaise façon. Dis-moi, est-ce que la plupart des entreprises laissent aux employés individuellement la tâche de mieux comprendre, tu sais, la formation pour l'intelligence artificielle? J'ai l'impression, quand j'en parle à des amis, on dit que je sais pas trop comment ça marche, personne ne... Fait que je sais pas, est-ce qu'il manque pas un peu de ça? De soutien ou d'invitation à... Tu sais, je sais pas, ils vont dire, écoutez, on va faire une matinée là, où on va vous donner le B à bas, la base de l'intelligence. Je sais pas si ça se fait en entreprise. Non? Écoute, faut que tu l'apprennes toi-même? Oui, je pose la question, moi, dans chaque formation que je donne. Je parle d'intelligence artificielle parce que
je serais malhonnête de pas en parler. Il faut que j'en parle. Et tu poses la question à ton public? Quels sont ceux qui utilisent l'intelligence artificielle ici? Ça monte un peu avec le temps? Ça monte un petit peu. Mais c'est un sondage à m'élever. C'est jamais pareil. Là, t'es jugé par tes pairs. C'est ça. Il y en a qui regardent ça, puis il y en a qui se disent, je trouve ça bien de lever la main parce que j'ai l'air fou si je la lève pas. Mais je te dirais qu'actuellement, là, c'est entre 15 et 20% des gens qui lèvent la main seulement. Il y a 2-3 choses dans ça. C'est que si moi, je suis ton employé, Gilles, et puis que tu sais pas que j'utilise l'intelligence artificielle, si je lève ma main, c'est quoi ma... Et si je sais pas ce que toi tu penses d'intelligence artificielle... ça peut être une mauvaise perception? Oui. Est-ce que tu es en... OK, lui, le travail qu'il me charge, c'est la machine qui le fait. C'est ça, il travaille c'est un écœurant. OK, je comprends. C'est sa job. Alors, fait que... Voleur de temps. Exactement. Je comprends. On avait, il y a quelques secondes, en disant, il y a quelques minutes, on parlait de l'arrivée de la pandémie, qu'est-ce que ça avait fait au niveau technologique. Qu'on disait qu'en quelques mois, on avait amené de changements qui aurait pris 5 à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on a été obligés. La pandémie est arrivée, on a renvoyé tout le monde, puis les gens n'avaient plus le choix. Actuellement, on a le choix du jamais vu. Là, on a le choix. Alors, les employeurs, dans beaucoup de cas, ne sentent pas encore l'urgence d'avoir la discussion avec leurs employés. C'est la discussion de parents sur les activités sexuelles de nos ados, là, on n'aime pas ça. Là, les employeurs, ils savent pas trop comment l'avoir, cette discussion-là, savoir comment je l'amène, comment je l'intègre. Et ces discussions-là vont devoir avoir lieu. Les employeurs doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent intégrer, qu'est-ce qu'ils veulent amener dans ça. Et mais moi, si j'ai un signal à dire aux gens qui nous écoutent, si vous êtes un employé, attendez pas que vos employeurs vous enseignent comment l'utiliser. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Puis jouez avec. Est-ce qu'il y a des employeurs qui mettent une surveillance numérique? Parce que tout se peut aujourd'hui. Tu sais, je sais pas, je connais pas ça. Là. Je pense comme des systèmes d'alarme. Ça existe, hein? Ça existe. Quand ça se sait, ça doit être un peu... ça amène une méfiance, j'imagine? Ça amène une méfiance. Remarque que, tu sais, c'est une grande entreprise. Tu veux savoir ce qui se passe. Je sais pas. Ouais, mais si on dit du jamais vu, ça, on fait bien des farces. Mais finalement, c'est juste le sujet qui change. Quand est arrivé le télétravail, les gens avaient peur que leurs employés leur volent du temps. Hein? Et là, actuellement, les gens ont l'impression que les employés ne voleraient pas du temps, mais... Ils feraient faire par d'autres, c'est ça. C'est-à-dire la machine. Exactement. Ils travaillent-tu 25 heures pour... Je le paye-tu 40, puis alors qu'il en travaille 20? Est-ce que c'est vraiment lui ou elle qui a fait le travail? C'est délicat, l'intelligence artificielle. Et les employeurs qui n'ont pas... Le meilleur employeur actuellement pour amener l'employé à utiliser l'intelligence artificielle, c'est l'employeur qui a découvert ça tôt, qui lui a dit hey, j'embarque. Et puis ça va aider mon personnel à être plus créatif. Parce que moi, l'intelligence artificielle m'aide dans ma créativité. Je lui demande va te faire penser à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Totalement. Moi, j'ai mon infolettre à chaque semaine. C'est moi qui la rédige. Mais des fois, je suis à court de sujet. Et puis là, des sujets. Puis là, je dis ChatGPT, puis encore une fois, j'y parle. Moi, j'ai écrit presque pas, moi. Tu peux dire, tu dis ton travail, puis j'ai besoin là de. ChatGPT, je suis à rédiger mon infolettre hebdomadaire. Tu le sais, moi, je parle de service à la clientèle, de management, de vente, des entreprises en général. Actuellement, il y a une guerre tarifaire avec les États-Unis, il y a différentes choses. Comment ça touche, mettons, les PME de mon monde à moi? Propose-moi donc une vingtaine de sujets que je pourrais utiliser. Et puis là, je dis, ça, c'est... Hey! C'est bon, ça. Et puis, et là, je commence à rédiger. Fait que c'est absolument fantastique. C'est vraiment très bon. OK, allons vers une petite prospection, si tu veux, d'avenir. Les employeurs, mettons qu'on n'est pas en fin d'année, mais on va le faire pareil. Mettons les 10 prochaines années. C'est quoi les défis, compte tenu de toute cette mouvance-là, ces changements? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent comme étant des défis pour les employeurs? À ce stade-ci, définitif. On parle de pénurie de talent qui est majeure, l'adaptation technologique, qu'on le veuille ou non, diversité générationnelle, vraiment, vraiment qui va être là, et puis les attentes plus humaines des employés que les gens vont avoir. Alors, on parlait, est-ce que les employés sont plus exigeants, ils ont plus d'attentes au niveau humain, du moins. Alors, et ça, c'est ce qu'on va voir là, dans les prochaines années. Le rêve d'avoir une semaine de 4 jours, on a parlé un peu plus tôt dans le podcast, mais pas pour tout le monde. Hein, non, ça n'arrivera pas, Gilles. Écoute, comme je disais, dans certains secteurs, mais on peut penser à ça dans le secteur public. Et encore là, pas toutes les fonctions aussi. Mais il y a
il y a des emplois qui peuvent se prêter à ça. Comme je le disais, si toi, tu as une liste de choses à faire dans la semaine, tu n'as pas à parler au téléphone, tu n'as pas à être rejoint sur les heures d'ouvrage, puis je te dis, Gilles, si tu es capable de le faire en 4 jours, fais-le en 4 jours, puis on va vivre avec ça. C'est parfait. Mais il y a très peu d'emplois qui correspondent à ce profil-là. Et le Québec peut-tu s'inspirer d'autres modèles internationaux qui marchent? Moi, j'imagine les pays scandinaves encore, parce que souvent, ils sont très innovateurs, eux autres. Dans notre façon de faire puis dans notre façon de gérer le travail? Ben, écoute, définitivement, t'en parles. Moi, je pense qu'on peut s'inspirer des pays nordiques au niveau de leur flexibilité, la gestion humaine également et leur efficacité collective. C'est des petits pays, les pays nordiques. C'est vrai, c'est pas si grand, c'est ça? C'est toujours des petits pays. Puis, écoute, curieusement, on le voit dans le sport, comment ils ont une efficacité, comment ils produisent beaucoup d'athlètes sur des petits territoires et tout ça. Moi, je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Toutefois, est-ce que c'est pas leur plus grande qualité d'être des petits pays? Petits pays, ça veut dire une plus petite bureaucratie. Small is beautiful. Exactement. Et c'est là, mais on peut définitivement s'en inspirer. OK. Et en terminant, on va Nostradamus. D'ici 10 ans, le marché du travail québécois et canadien pourra ressembler à quoi? Écoute, j'ai envie de te dire, d'abord, compte tenu de ce qu'on sait actuellement, mais plus mobile, définitivement plus technologique, on n'aura pas le choix. Quand on parle de mobilité, c'est au niveau des heures de travail, au niveau de l'endroit où le travail va se faire, il va falloir être très, très plus humain, parce que l'intelligence artificielle, je crois, va amener ce besoin-là de resserrer les liens. Beaucoup d'accent sur la formation. On va devoir former les gens pour être capable de s'adapter aux changements rapides qui vont arriver. Plus de flexibilité. Va falloir avoir un gain de confiance. Il va falloir qu'on fasse confiance aux gens parce que, justement, il va y avoir... Il y a tellement... Tout va vite, mais en même temps, tu peux pas penser que tout le monde te vole, tout le monde, tu peux pas vivre demain. Mais je te dirais que tout ça va dépendre aussi de ce qu'on vit là. Comment on va s'ajuster aux crises. On sort comment d'une crise demain? C'est une grosse, là. Souviens-toi, au début de la pandémie, nos premières discussions, on disait le télétravail, ça va changer à jamais. Et finalement, les choses ont fait que ça change vite. Et puis, il y a des choses qu'on croit des fois qui vont perdurer dans le temps, perdurent pas de la même façon. J'ai l'impression que on est vraiment en train de rebrasser les cartes au niveau mondial, autant au niveau social qu'au niveau commercial, qu'au niveau géographique, politique et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est dans une puppy ride. Je me sens... j'ai l'impression d'arriver à Ronde le matin, tu prends ton billet, puis tu dis, bon... On va où? On embarque dans quoi, là? Dans quoi? Puis, je veux dire que ça brasse tout de suite ou que ça brasse pas, mais j'ai l'impression qu'on va se faire brasser beaucoup dans les prochaines années. Et ça va prendre un cœur fort. Oui, il va falloir être solide. Monsieur Simon, merci. Quel beau tour de Berlin de en savoir partout. Ça a bien été aujourd'hui. Salut.